Il y a des signes évidents souvent quand quelqu'un évite un sujet. Ça, oui, parce que souvent la personne, elle va se refermer, ça c'est un classique, là, hein. Elle va être un peu plus mal à l'aise, moins souriante, le regard un peu plus fermé, ça c'est sûr. En cette époque où stalker est simple, mais où les faits sont alternatifs, comment aller chercher la vérité chez l'autre? Comment aller chercher la confidence, la confession, l'inavouable chez notre partenaire, ami ou date? J'en discute avec Catherine Pogonat, journaliste culturelle et animatrice, et avec Paul Laurier, ex-enquêteur de la Sûreté du Québec à la tête de Vigitech, une entreprise spécialisée en informatique judiciaire. Merci d'être ici. Aujourd'hui, c'est vous qui passez au cash. Oui, c'est ça. Et moi qui vais recueillir vos secrets. Oui. Tenez-vous bien. Catherine, Oui. tu animes entre autres chez Georges Émile une série d'entretiens avec des artistes fascinants comme Catherine Levac, Véronique Cloutier, Philippe B. Quand tu accueilles là, tes invités avant la grande investigation, comment tu agis plus comme une amie chaleureuse à qui on a envie de révéler ce secret ou une personne autoritaire à qui on est mieux de dire la vérité? Je dirais plus une amie, OK. mais ça dépend vraiment de la personne. OK. Par exemple, je prends l'exemple de Plume Latraverse, qui déteste faire des entrevues et qui est donc bourru, pas parce qu'il n'est pas fin, mais parce qu'il n'aime pas ça. Il Donc, tente il pas. est à la défensive. Quand je l'ai croisé dans les coulisses de la Place des Arts, avant l'entrevue qu'on faisait devant le public, il me parlait même pas, il me regardait pas. Je lui ai dit allô, puis je pense qu'il a marmonné un allô, là, mais en regardant ailleurs, puis après ça, il m'ignorait complètement. Donc là, moi, j'ai opté pour la stratégie « je t'ignore, moi aussi ». Donc, je suis partie dans ma loge, puis là, tranquillement, il s'est mis à me dire « Hey, la petite! » Puis là, il s'est mis à me parler. Donc, on a établi un contact comme ça. Donc, ça dépend des gens. J'applique quand même différentes techniques selon ce que je sens de la personne. Des fois, donc, il y a de la psychologie Oui, inversée. oui. Ah, mais beaucoup. Il y a beaucoup de ça. Paul, quelle posture utilisent les enquêteurs la première fois qu'ils rencontrent une personne d'intérêt? Ça dépend. Ça dépend qui est la personne. Est-ce que c'est un témoin important? Est-ce que c'est une victime? Donc, il y a toujours une relation importante. Clair. Il doit toujours s'adapter à l'environnement. Il y a des gens qui vont aimer être loin, être proche, on le sent, le corps réagit, on est des bébites bizarres. Comment vous le absolument. devinez? C'est Ouais. ça, c'est par le non-verbal? Oui, ça se dit. Le non-verbal dit beaucoup de choses. Hein. Oui, absolument. On est là pour rencontrer une personne. On est là pour observer sa gestuelle. C'est très important. Établir un contact, c'est la première chose. Avoir une relation avec les yeux. Se sentir bien, sentir que l'autre personne... Il faut sentir que l'autre personne est bien. Et si c'est une relation d'autorité, ça va être bonjour, bonjour, question, réponse. Et ça va rien donner. Ben, ça ressemble beaucoup à mon travail. S'il n'y a pas de lien de confiance qui s'établit, il n'y a pas grand-chose à faire. Mais on dirait qu'il y a comme l'option confiance, mais il y a aussi l'option peur. Moi, j'ai déjà côtoyé des animatrices que, des fois, elles posaient des yeux que tu disais OK, en ce moment, genre, je dois lui rendre mon âme, sinon je sors pas d'ici. Tu sais, j'imagine que c'est vrai aussi dans les cas judiciaires. Bien, il y a toujours un aspect intimidation. Mais, exemple, si je prends un enfant, si je me mets pas à son niveau, si je me baisse pas, je me diminue pas comme ça. Il faut me diminuer comme personne. Il faut diminuer la personne qu'on est, si on est en autorité, c'est pour intéressant. aller chercher la confiance de l'autre et monter l'autre, parce que c'est la personne qui est en entrevue, c'est pas nous. Est-ce que tu penses qu'il y a aussi une part d'intimidation dans ton travail, comme dans celui de Paul? Pas d'intimidation, mais si j'ai la confiance de la personne qui est en face de moi, après ça, justement, je peux le provoquer. Je peux le déstabiliser. C'est vrai. Oui. Oui. Mais je dirais pas que c'est de l'intimidation, mais de la provocation, oui. OK. Ouais. Est-ce que vous êtes en mesure de le percevoir quand une personne vous dit pas tout? Bien, une personne va mentir, je pense, c'est entre 4 et 7 fois par jour. Oui. Ouais. Évidemment, il y a les politiciens qui augmentent qui vont augmenter le nombre, mais il y a des questions jalons. Vous savez la réponse. Si cette personne-là ne veut pas répondre, comme on voit souvent à l'Assemblée nationale, il y a une raison. Donc, c'est une ligne de parti, c'est un briefing. En entrevue, vous allez voir, il y a des lignes de com. Donc on teste la crédibilité, mais il n'y a pas de signe évident, là. OK. Il y a des signes évidents souvent quand quelqu'un évite un sujet. Ça, oui, parce que souvent la personne, quand c'est un sujet qu'elle ne veut pas aborder, elle va se refermer, ça c'est un classique, là, hein. Elle va être un peu plus mal à l'aise, moins souriante, le regard un peu plus fermé, ça c'est sûr. Mais quand moi je vais aborder un sujet plus délicat, et je sais que c'est un sujet délicat, et je sais que la personne n'aura pas nécessairement le goût d'aller là, je l'amène tranquillement, ce ne sera jamais ma première question. Et je garde ce sujet-là pour plus tard, pour le moment qui va me sembler parfait.
Puis est-ce que tu as un moment post-révélation où tu caresses la personne pour la laisser retomber? Souvent, oui, souvent. Même à la limite, laisser un silence. Quand quelqu'un vient de vivre quelque chose de difficile ou... je pense au silence le plus difficile. Pour moi, ça a été difficile de le tenir, celui-là. Mais j'interviewais Michel Richard. Oui. Et on avait abordé, par exemple, le fait qu'elle a toujours préféré et choisi l'amour de 10 000 personnes à l'amour d'un homme. Puis qu'elle a donc saboté sa vie amoureuse pour avoir l'amour du public. Mais donc, à la fin de l'entrevue, je lui pose la question qui tue. Je lui demande si tout s'arrête demain, qu'est-ce qui se passe? Et là, pause, elle fond en larmes, puis elle dit « Mon mourir! » Et là, moi, je me dis, Catherine, dis rien, parce que je me dis, il faut laisser le moment, tu sais. Si là, ça sert à rien que je fasse, mais non, mais mourrez pas, tu sais. Ben non, tu sais, j'aurais eu un réflexe de, mais ça va pas s'arrêter, inquiétez-vous pas. Puis je me dis, non, laisse ça se reposer tout seul, mais ça a été long. Le silence est une bonne technique. Oui. Oui. Il faut savoir, comme intervieweur, laisser le silence, parce que c'est souvent des pauses, le cerveau va se questionner. Pendant ce temps-là, la personne franchit des barrières et j'ai eu les réponses que je voulais. Oui. Et je n'ai pas posé de questions. Mais c'est ça. Des fois aussi, de ne pas poser de questions, c'est la meilleure chose. Mais quand on a des métiers comme les vôtres, puis qu'on est un peu, par défaut, une éponge à confidence ou à confession, est-ce qu'il faut se protéger? J'imagine que ça peut devenir douloureux pour vous. Ça vient toujours douloureux. Oui. Ça devient... Tu peux pas ne pas faire de projection. J'ai travaillé dans des trucs difficiles, la porno juvénile, la porno infantile. Donc, ça vient te chercher, mais il ne faut pas qu'on n'ait pas des robots. C'est de la chair humaine. Il faut comprendre. Donc, l'empathie va aussi amener des confidences. Moi, il y a une part de moi, c'est-à-dire que je me donne au complet. C'est pas une part de moi, là, c'est pendant une entrevue, puis si l'entrevue est longue, bien, c'est comme un don de moi total pendant cette heure-là, par exemple. Donc moi, en fait, après une entrevue, je suis à la fois euphorique et épuisée. Oui, c'est clair. Ouais. Mais c'est clair. Puis justement, des fois, cette empathie-là, tu sais, la réserve, elle est infinie, mais elle l'est pas tant que ça. Il y a quand même des jours, j'imagine, où on a moins envie d'exister que pour aller chercher la vérité chez l'autre, non? Je me souviens d'une fois où il y a quelqu'un qui est sur le pont Jacques-Cartier, veut se suicider. Je suis tout seul. On est au mois de novembre, il fait froid. Pendant 3 heures, je me suis vidé. Je pense que j'étais 2 jours après ça à dormir. Ça a été le froid, l'horreur de la situation, la personne, les pompiers qui ont... Le pont est fermé, c'est la nuit. Au mois de novembre, on gèle. C'est vraiment incroyable. C'est des situations extrêmes, dans le fond, finalement. Puis je l'ai par le téléphone parce que moi, j'ai un téléphone cellulaire. Il veut parler à sa blonde. Puis là, il y a des enfants. Puis là, tu vas chercher beaucoup d'émotions. Tu te dis OK. Puis après ça, les professionnels, les gens qui vont au crime contre la personne vont dire non, tu n'aurais pas dû aller là, tu n'aurais pas dû aller là. Tu y vas d'instinct parce que si la personne, tu perds le contact, on perd vraiment le contact. Mais c'est un état d'esprit dans lequel tu te mets. Il y a des jours où ça me tente pas. Il y a des jours où j'ai l'impression que j'aurai pas la disponibilité d'esprit, que j'ai plus de place à l'intérieur de moi pour le faire. Et tu le fais. Et tu te places dans cet état d'esprit-là. Mais il faut vraiment aimer l'autre, finalement. Dans un cas comme dans l'autre. Il faut aimer l'humain, pas nécessairement la personne devant soi, mais il faut aimer l'âme. Trouver ça intéressant, même quand c'est désagréable ou que ça nous pitonne. Ça peut être le pire des individus, mais... qui a fait le crime le plus odieux, mais c'est un humain, il faut aller chercher l'information. Quelle est la confidence ou confession que vous êtes le plus fier d'avoir réussi à obtenir? Probablement une source que j'avais développée à l'époque où il y avait la guerre des motards. Sans rentrer dans le détail, c'était une personne qui était clé, qui avait énormément d'influence et j'avais réussi à aller chercher sa confiance, puis à aller chercher par 2 ou 3 événements après ça, vraiment la confiance pour aller chercher des confidences. Puis à ce moment-là, c'était à l'époque de la guerre où ça sautait. Il y avait Huron, il y avait des bombes sur le Verchères. Donc, on était vraiment... Le petit déroché venait de se faire tuer. Donc, c'était tout le monde comme policier. On se mettait l'épaule à la roue, puis il fallait que ça arrête d'exploser. Ça a été assez efficace, je vous dirais. J'ai été fier. Est-ce qu'on s'attache à ces personnes-là dont on réussit à gagner la confiance malgré leur posture parfaitement dérangeante? On a tous les mêmes problèmes. Gardienne d'enfant, douleur, peine d'amour. Donc, quand tu es là, tu écoutes, tu interviens, tu dis les bonnes choses, puis les gens peuvent te rejoindre, peuvent en parler. Ça reste. Moi, je m'attache beaucoup.
Je m'attache beaucoup, mais ça ne veut pas dire qu'il y a des suites. Ça veut pas dire qu'on devient amis, là. C'est un moment Ouais. qui vous appartient. Mais pendant Ouais. cette bulle-là, dans cette bulle-là, je me sens extrêmement proche de la personne que j'interviewe. Mais après, ça peut, 2 jours après, il n'y a pas nécessairement de traces de ça. Pour terminer, un faux pas à éviter quand on veut aller chercher la vérité chez quelqu'un? Ouais, je pense trop s'écouter parler. Centrer ça sur soi-même. Ça arrive, hein, ça peut arriver. Puis on l'entend des fois en entrevue. Quand la personne, l'intervieweur, se regarde plus aller, c'est ça, s'écoute, se trouve intéressant, trouve « Ah, ma question est donc bonne ». Mais ça, habituellement, t'en perds, là. Oui, tu perds l'autre, oui. Plutôt d'accord. Même très d'accord. Il faut donc savoir s'oublier. Ben, on est équipé avec 2 oreilles et une bouche. Donc, on a plus intérêt à écouter qu'à parler. C'est vraiment une belle image. Mais là, je suis en train de compter chacun de mes membres et me dire, OK, j'arrête ma phrase là. Voyez-vous, là, je me suis vue puis je me suis dit, ça s'en va pas au bon endroit. Du tout. Un grand merci pour vrai, Paul Laurier, Catherine Pogonat. C'était une classe de maître fascinante. Catherine, pour t'observer, voler toutes tes techniques, on peut aller te voir chez Georges-Émile dans les entrevues devant public ou te regarder grâce aux entretiens chez Georges-Émile Off sur le web où il y a aussi des performances. Oui. Merci encore. J'ai envie d'aller percer tous les secrets de ma famille, qu'elle le veuille ou non.